Déjà, premièrement, très basique, la défense sur post-up. Et ça peut paraître assez archaïque de parler de ça, et moi-même je le dis souvent, c'est plus une priorité. J'en ai encore parlé récemment dans un podcast sur Rudy Gobert. Oui, c'est plus une priorité absolue de dire non, on n'est plus dans la NBA d'avant où il faut absolument tenir le Shaq ou avoir le post-up stopper, le Chuck Hayes comme à l'époque. Non. Par contre, c'est vrai que premièrement, ça a été une problématique pour OKC toute la saison. Alors, pas au point que ça soit catastrophique, mais ça a été une vraie problématique. La défense du post-up sans vrai gros défenseur de post-up, ou alors qu'avec Chet Holmgren. On va y arriver. Et deuxièmement, c'est vrai que malheureusement, tu n'en as pas besoin à 82 matchs sur 82. Par contre, quand tu es un candidat au titre et un candidat au titre à l'Ouest, sans doute qu'il va falloir que tu te frottes un peu à Nikola Jokic, quoi. Alors, pas forcément, tu peux le faire sans, mais dans ce cas-là, tu es quand même très content d'avoir un bon défenseur de post-up. Et je dis pas que c'est parfait en termes de défense du post-up, mais c'est quand même compétent. Je pense que pour le coup, c'est peut-être un des domaines du jeu, et peut-être même le seul où Mitchell Robinson, au Knicks, était meilleur que lui. D'ailleurs, on a vu Robinson a un peu gagné 10 minutes là-dessus contre Embiid en playoff, ok. Mais Hartenstein est compétent et surtout, il vient apporter une présence physique et de la compétence que n'avait pas trop cet effectif d'OKC. On avait Chet Holmgren, ok, mais qui est quand même assez fin. Mais admettons, ok, donc Chet Holmgren peut défendre un peu le post-up, même si c'est pas parfait. Admettons. Mais derrière, c'est vrai que les options de backup en pivot, c'était soit Jalen Williams, qui est plutôt un pivot offensif, dirons-nous, donc ni défense de post-up, ni défense de pick and roll, ni défense du panier, pivot offensif, ok. Et de l'autre côté, sinon, c'était Kenrich Williams. Poste 3-4 de formation, qui peut un peu tout faire, c'est aussi c'est en ça qu'il est génial. Hein. Kenrich Williams, c'est un homme à tout faire, un coqueluche des hipsters de draft depuis l'époque, mais voilà, ça reste un petit de formation, donc c'était un backup 5, mais très petit. Et ça posait pas forcément énormément de problèmes, sauf donc sur des match-ups particuliers qui étaient Denver et qui étaient aussi les Lakers. Et j'ai pas mal de souvenirs contre les Lakers cette année, je crois que j'ai vu tous les matchs, de les batailles tactiques entre OKC et Lakers. Qu'est-ce qui se passe? On a une équipe d'OKC qui peut pas trop défendre le post-up. En tout cas, pas en single coverage, comme on dit, pardon. Pas en couverture seule, quoi. Donc ils sont obligés de venir aider. Donc il y a eu contre les Lakers, allez revoir les matchs si vous voulez, mais il y a tout un jeu à chaque fois du chat et de la souris entre OKC et LeBron James, en fait, où en fait il y a deux schémas pour le post-up. Comment est-ce que tu peux aider? C'est soit tu aides depuis le haut, comme on dit, donc depuis l'aile, on a un défenseur qui descend faire la prise à deux, soit sinon tu aides depuis la baseline, donc depuis la ligne de fond, une baseline double, donc l'angle est différent, tu n'aides pas depuis le haut, tu aides depuis l'angle de en bas, grosso modo, depuis la baseline. Mais donc, évidemment, ça libère des espaces très différents à chaque fois. Et donc, c'était très marrant de lire LeBron James à chaque fois s'ajuster et lire et deviner d'où vient l'aide et donc d'aller chercher à chaque fois le bon espace et ainsi de suite. Et bon, on va pas dire que c'était catastrophique, mais c'est vrai que je suis quand même plus rassuré pour affronter Lakers et surtout Denver d'avoir cette option qui, non seulement, déjà, c'est un mec qui est grand, long et un vrai. Voilà, c'est de la puissance qui n'est pas forcément dans l'effectif, hein, ni Jalen Williams, ni Kenrich Williams. Mais en plus, c'est vrai qu'il y a aussi des conséquences tactiques de t'es même plus forcément de venir aider au post-up, comme ça a été le cas toute la saison côté OKC. Donc ça, c'est bien. C'est bien parce que tu n'es plus obligé de déclencher ces prises à deux. Tu peux juste dire, ok, cette fois on a Jokic, cette fois on a Embiid, cette fois on a je sais pas qui attaque en post-up. Essayons de voir, essayons de tester juste Hartenstein tout seul. C'est aussi une option tactique qui est intéressante parce que tu ouvres toi-même moins de brèches dans ta défense parce que tu viens pas aider. Donc ça aide de ce côté-là, moins de décalage et ainsi de suite. Donc bref, ça c'est le premier aspect hors du jeu des possessions, hors des interceptions et des rebonds, c'est la défense de post-up. C'est un atout, non pas gadget, mais pas loin, mais en même temps, si tu dois affronter Denver, t'es quand même content d'avoir le bon atout pour ça, quoi. Bref, donc le post-up. Et puis le deuxième, mais qui est un peu lié, mais le deuxième, c'est que avoir une autre ancre défensive, un autre vrai intérieur défensif, et notamment qui va être solide face au ballon, que ce soit pick and roll ou post-up, donc, pour moi, la présence de Hartenstein va aussi permettre de totalement déverrouiller le potentiel et l'impact d'un Chet Holmgren en tant que safety, en tant que roamer. Vous savez, le fameux rôle du roamer dont on parle souvent, c'est de jouer un peu avec le jeu des match-up et donc d'avoir le protecteur de panier qui n'est pas face au ballon, mais qui a un peu cette liberté.
Et donc, un peu comme un libéraux, on te dit, toi, exemple, hein, c'est ce que les équipes faisaient beaucoup contre OKC l'an dernier. On mettait Derek Lively, un pivot défensif, on le mettait non pas sur le bio, non pas sur Chet Holmgren, on le mettait sur Josh Giddey. On disait à Lively, tu respectes pas Josh Giddey, tu fais le libéraux. Voilà, tu as toute la liberté d'agir. Tu te soucies pas de ton shooter, ou plutôt de ton non-shooter qui est à 3 points ou ailleurs même. En fait, tu viens aider avec une grande liberté au panier. Et là encore, hein, on s'en rend pas compte, mais c'est un atout tactique de très grande envergure, à mon sens, que n'avait pas forcément OKC l'an dernier. Parce que pour pouvoir déployer Chet Holmgren dans ce rôle-là, qui est un rôle, à mon avis, qui va lui aller à merveille, parce que il est grand, il est long, il est très mobile, donc il a ce volume off-ball de capacité de faire un peu l'essuie-glace en nettoyage de panier, en roamer, donc en libéraux. Pour pouvoir le déverrouiller, ce potentiel, et pour pouvoir le déployer de cette manière, il faut quand même que tu aies quelqu'un qui tienne bien l'intérieur. Si tu veux mettre Chet sur un peu plus petit match-up pour qu'il ait la liberté d'agir, il faut quand même que tu aies quelqu'un pour tenir, entre guillemets, le gros adverse. Et l'an dernier, c'est un peu Jalen Williams qui parfois s'y collait, ok, mais là, c'est vrai que d'avoir Isaiah Hartenstein, c'est quand même beaucoup mieux. Ça va être un mismatch pour à peu près personne, alors que parfois, Jalen Williams, ça pouvait l'être. Et c'est un point important qu'on sans doute on sous-estime un peu, mais voilà, c'est exactement pour ça que à Minnesota, c'est bien d'avoir Enes Reed et Karl Anthony Towns, parce que ça permet de déployer notre ami Rudy Gobert dans ce rôle-là. Pareil c'est pour ça qu'on a commencé l'année aux Spurs avec Zach Collins, parce que ok, le spacing n'était pas top, mais Zach Collins prenait le pivot adverse et ça permettait de déployer off-ball notre ami Wembanyama, qui avait donc toute la liberté de venir au panier et de ne pas être dans le périmètre, mais de rôder autour du panier sans aucun match-up, sans aucun joueur à surveiller individuellement, et donc d'avoir un énorme impact au panier. Et d'ailleurs, à l'inverse, on en a parlé dans les bilans 2024, mais à mon sens, c'est aussi ce qui a un peu manqué aux Sixers, par exemple, cette année. Ils n'avaient plus PJ Tucker qui pouvait faire ça, alors que l'année d'avant, Tucker faisait ça, et donc ça avait permis le fameux PJ Tucker sur Jokic, et donc off-ball Embiid. Voilà, en 2024, ça a manqué. Donc bref, je pense que ça, c'est un atout aussi considérable. Parce que Chet, à mon sens, peut faire des dégâts incroyables dans ce rôle du roamer. Un peu comme d'ailleurs on a aux Timberwolves avec Rudy Gobert depuis 1 an ou 2, mais surtout, c'est un peu le schéma des Bucks. C'est exactement même le schéma des Bucks, c'est-à-dire l'encre défensive solide face au ballon qui joue, entre guillemets, 5, qui défend en drop, c'est Brook Lopez, et ça permet de déployer beaucoup plus en playmaker défensif au panier, Giannis. Je m'attends un peu à la même chose avec l'ajout de Hartenstein qui va permettre un peu de déployer Chet dans ce rôle du roamer. Donc pour moi, c'est génial et ça va permettre de défendre encore mieux le panier. Et d'ailleurs, y compris sur du post-up, parce que tu peux faire du 1 contre 1 en post-up, mais tu peux aussi faire du 1 contre 2. Tu peux très bien avoir Hartenstein qui défend Jokic en premier rideau, et en deuxième lame, tu as notre ami Chet Holmgren qui va surgir au cas où, ou alors qui va faire une pré-rotation, qui va boucher l'espace, qui va forcer Jokic à prendre un turnaround jumper plutôt qu'un lay-up au panier, etc., etc. Autre élément aussi que j'aime beaucoup, c'est le fait que, et ça c'est un peu sous-estimé, mais pour moi, Hartenstein est un excellent défenseur en drop. Et même, je pense, dire sans trop de problème que autant Chet Holmgren est sans doute plus mobile pour tout ce qui est edge et surtout switch, ok, mais en drop, je pense que Hartenstein est beaucoup plus compétent. Quoique, non, peut-être pas beaucoup plus, mais je pense qu'il est quand même un peu meilleur, à mon sens, parce qu'il y a aussi une notion de puissance, en fait, de puissance, de taille et de longueur, des éléments sur lesquels Hartenstein est meilleur. Et c'est vrai que sur du drop, tu peux aussi être en bonne position, tu peux faire les bonnes lectures, le côté timing, le côté à quel point je monte ou pas, à quel point je descends ou pas, gérer l'attaquant dans le dos et puis l'attaquant en face. Ok, ça, Chet Holmgren le fait très bien, mais c'est vrai que les défenseurs de drop d'élite, il y a aussi cette notion d'être un vrai rempart au panier. Rudy Gobert, Brook Lopez d'ailleurs, dont on parlait, à l'époque, Nurkic, à l'époque de Portland, hein, quand c'était un top défenseur de drop. Bref, on pourrait en citer plein, mais ce que j'aime beaucoup avec Hartenstein, c'est ça, c'est le fait que c'est un défenseur de drop peut-être plus traditionnel que Chet, qui peut faire du drop, qui peut même le faire très bien, mais c'est pas non plus... Il peut aussi un peu se faire manger parfois en termes de drop, si t'as un mec, un gros qui lui fonce dessus, genre Luka Doncic ou des mecs comme ça. Je pense que Hartenstein, il y a un peu plus ce côté drop traditionnel. Donc ça, c'est bien, c'est encore un atout supplémentaire défensif et tactique pour OKC. Et puis, pour dériver un peu, mais parce que c'est un peu lié, mais je pense que c'est aussi, dans le même temps, un protecteur de panier largement sous-estimé.
Et quand je dis largement, c'est largement. À mon sens, Hartenstein fait partie de l'élite de NBA en termes de protection de panier. Et je pense pas que ce soit comme ça qu'il soit vu par la majorité des fans de NBA ou même de OKC en fait. Pour ça que, à mon sens, on entend beaucoup, oui, mais c'est payé cher pour un backup. Mais en fait, non, c'est pas un backup. Et encore, on parle que de la défense. Encore, on n'a même pas abordé l'attaque. Mais, mais non, pour conclure un peu la défense, on a parlé du jeu des possessions, on a parlé du post-up, qui est très bien, le fait d'avoir quelqu'un qui peut libérer Chet Holmgren, on a parlé du drop. Maintenant, parlons de la protection de panier plus généralement. Et un chiffre qu'on aime bien citer pour illustrer un peu la protection de panier, c'est non pas le nombre de contres, pour le coup, parce qu'il peut y aussi avoir et c'est le cas de Hartenstein, des bons protecteurs de panier, mais qui font pas des actions flashy. Juste, je conteste le tir, il n'y a rien sur le box score, mais j'ai quand même contesté le tir. Mais c'est vrai que ce qu'on aime bien citer comme chiffre, en tout cas moi, dans mon cas, c'est la perte d'efficacité infligée au panier par Hartenstein. Et donc, en l'occurrence, on est à moins 11,2. On avait cité le chiffre déjà dans nos bilans 2024, mais moins 11,2 sur des tirs pris à moins de 6 pieds. C'est-à-dire qu'en moyenne, les adversaires shootaient moins bien à hauteur de moins 11% relatif à leur moyenne face à Hartenstein quand Hartenstein était proche du panier. C'est, parmi les gros volumes de défense de tir au panier, c'est le 6e meilleur de NBA. 6e meilleure perte d'efficacité infligée au panier en NBA en 2024. Et devant lui, il n'y a que Porzingis, Rudy Gobert, Walker Kessler, le phénomène évidemment, Ivica Zubac aussi. On parlait de défenseur en drop qui avait un peu de la solidité en plus de l'épaisseur en plus de la longueur de bras. Zubac, ça correspond parfaitement. Et puis, également, 5e meilleur de NBA, c'est Chet Holmgren. Donc, OKC, on a parlé du jeu des possessions et de jouer sur le nombre de cartouches, mais OKC vient également de créer la meilleure paire de protecteurs de panier en termes d'efficacité. Ils n'ont pas un facteur d'intimidation, mais au moins ils ont un facteur de scorer autour de Hartenstein ou Chet Holmgren, ou les deux d'ailleurs, ça va être très dur. Et pour le coup, c'est pas une anomalie. Ce chiffre-là de Hartenstein, c'est pas du tout une anomalie, puisque je peux vous dire que en 2023, il était déjà à moins 6%, et en 2022, il était déjà à moins 10%. Donc moins 10, moins 6, un peu moins bien, mais de nouveau moins 11% en 2024. Et pour vous dire, la barre symbolique des moins 10% de perte d'efficacité infligée au panier, c'est la barre d'élite. Voilà, assez nettement. Et donc, on n'est pas du tout sur une anomalie statistique, sur juste une surperformance. Non, c'est aussi, ça fait partie de son jeu. Et ça fait longtemps qu'il est bon là-dessus. Et donc, voilà, c'est aussi encore un truc à aimer. Pour lui, c'est protection de panier. Et puis, on l'a même pas encore explicité, mais un tout dernier, c'est la polyvalence. Où il n'a pas la mobilité de Chet pour faire des switches, mais il peut le faire un peu. Il peut aussi faire des edges, il peut aussi faire des prises à deux, des traps. Enfin voilà, on n'est pas non plus sur... on parlait de défenseur de drop un peu classique, on n'est pas sur Brook Lopez. On n'est pas sur ce genre de pivot très lent, on n'est pas sur le Nurkic de l'époque Portland qui était très grand, très solide, très costaud, mais pas mobile. Non, avec Hartenstein, on a aussi une certaine dose de mobilité, et donc encore un peu plus dans ce registre de défense polyvalente. Ça va faire du bien aussi à un autre intérieur polyvalent comme ça. Alors que autant Chet l'était, autant les autres un peu moins. Le Jalen Williams, c'est pas trop ça, la polyvalence défensive. Donc voilà un peu pour ce qu'on peut dire en plus du jeu des possessions, c'est tous ces autres atouts défensifs notamment. Et pour aller un peu sur l'attaque, c'est vrai que, on a déjà dit, le bémol, c'est à quel point ce qui va un peu empêcher ce spacing optimal. Parce que oui, il n'a pas de shoot. Mais, premièrement, on peut largement décaler les minutes de Chet et Hartenstein au moins un peu. Je pense que de toute façon, ils vont commencer les matchs et les finir ensemble. Et puis, voilà, les deux ensemble, ça peut marcher très bien. Mais en plus, en bonus, on peut aussi, par séquence, conserver un peu cet aspect de Chet Holmgren seul pivot sur le terrain et donc 5 out. Et puis ensuite, il sort et on a de nouveau Hartenstein qui rentre. Et donc, deuxième point, quand il n'y aura plus que Hartenstein sur le terrain, on pourra aussi avoir des séquences de spacing presque maximales. C'est ça qui est intéressant, c'est que en faisant ce stagger, ce décalage de minutes, c'est d'un côté que Chet, on retrouve le spacing normal parce que shoot, ok, et de l'autre que Hartenstein, on peut aussi avoir des séquences avec peut-être pas optimal, mais un maximum de spacing parce que on peut créer du spacing même avec un non-shooter en fait. Et l'exemple qu'on peut citer à chaque fois, mais parce que c'est le meilleur exemple, c'est Miami avec Bam Adebayo. Parce qu'en fait, le spacing, c'est quoi ? C'est faire partie des joueurs off-ball et donc
devoir être un bon shooter parce qu'on est off-ball. Bon, très, très basiquement, on peut très bien avoir un bon spacing avec un intérieur qui ne shoot pas, mais si on lui donne la balle et qu'il est capable d'être dans le périmètre. C'est ce que fait Bam Adebayo, c'est ce que fait Sabonis aussi d'ailleurs. Souvenez-vous, la magnifique attaque l'an dernier, meilleure attaque de NBA, spacing en folie, etc. Bon, ça se fait avec un Sabonis qui ne sait pas shooter, pas du tout. Pareil à Miami, donc on disait, et donc pareil avec Hartenstein. Hartenstein fait partie de ces joueurs qui sont capables, qui n'ont pas de shoot, mais qui sont des passeurs totalement fonctionnels en termes de dribble and off, de jeu de main à main. Donc, c'est en ce sens où on peut un peu retrouver des séquences en spacing maximum quand les deux sont un peu séparés, soit Chet parce que Chet a le tir, ok, soit du coup Hartenstein de part en développant un jeu un peu plus centré autour de lui, de dribble and off, de jeu de main à main, où c'est lui qui est dans le périmètre. Et donc, s'il a la balle, il fait pas partie du spacing. Bref, donc ça c'est un peu pour mettre un bémol au bémol du spacing déjà, première chose. Deuxième chose, là encore on l'a un peu évoqué dans le bilan 2024, si ça vous intéresse, mais je peux le redire un peu vite fait pour vous éviter d'aller tout écouter 14 fois, mais on s'était amusé à faire un filtrage aussi en NBA cette année, donc filtrage un peu statistique, les joueurs qui ont plus de 12% d'usage, donc un certain volume de responsabilité, pas énorme mais un peu, plus de 1500 minutes également pour un certain minutage, pour pas prendre des joueurs qui ont joué à peine 20 matchs ou même 5 matchs, ok, donc plus de 1500 minutes, et puis donc des critères d'efficacité et de passing, donc minimum 1,35 points par tir, la productivité au tir, points par tir, donc minimum 1,35 points par tir, et minimum 1,04 de ratio de playmaking. Qu'est-ce que ça veut dire en français? C'est le nombre de passes que tu fais relatif à ton nombre de ballons. Voilà, c'est juste ça. C'est même pas pour dire la qualité de tes passes, c'est juste à quel point tu es dévoué au passing relatif à ton nombre de ballons. Donc 1,04 de ratio. Qui répond à ces critères en NBA en 2024? Il n'y a qu'un seul joueur qui répondait à ces critères, et c'est évidemment Isaiah Hartenstein. Bon, en l'occurrence, sachez que le critère d'efficacité, on peut le descendre un peu, parce que il est à ce point efficace, mais si on descend à 1,20 plutôt que 1,35, mais 1,20 points par tir en efficacité, on retrouve des LeBron James, Jokic, Haliburton, Austin Reeves, Sabonis. Voilà, il n'y a que du beau monde également, quoi. Donc, pour dire un peu, premier tableau de la saison de Hartenstein aussi, on a affaire à quelqu'un qui est un passeur et qui est aussi extrêmement efficace. Et donc, pour un peu lister ses qualités, il y a de la finition. Alors, même si c'est pas de la finition aérienne, verticale et hyper explosive, mais c'est de la finition de très bon niveau, notamment un peu plus loin du panier parce qu'il y a du toucher de balle de bon niveau. Donc, c'est un peu le côté, un peu comme Ayton à l'époque, enfin encore aujourd'hui, mais surtout Ayton aux Suns, c'était pas forcément que des pick and roll où tu l'envoies sur les hoops, tu pouvais aussi faire un petit pick and roll et puis lui donner la balle dans la raquette, un peu n'importe où dans la raquette. Pour lui, c'était une situation de finir l'action, donc de finition, parce qu'il a ce toucher de balle et donc il pouvait faire un petit flotteur ou un petit hookshot dans la raquette. Et je trouve qu'il y a un peu ça avec Hartenstein aussi, où ce qu'on n'a pas en verticalité, en explosivité, on l'a tout de même en toucher de balle. Donc ça, c'est bien en termes de finition. Et comme dit, il a été plutôt très très efficace. 1,35 points par tir, c'est énorme. Alors, petit volume, mais je veux dire efficace. Donc la finition, premièrement. Deuxièmement, le passing, qu'on a déjà un peu abordé, mais il y a plusieurs aspects à ce passing. Il y a le passing un peu de création ou de semi-création, si vous voulez, avec le dribble and off, donc les jeux de main à main. Ok. Mais après, c'est vrai qu'il y a aussi un autre aspect que j'aime beaucoup, c'est que c'est de manière plus générale un passeur qui est très fonctionnel en mouvement. Et ça, c'est vrai que ça fait aussi partie de l'ADN de OKC. C'est un point important, hyper important pour eux en termes de recrutement. Le personnel que veut OKC, regardez comment est-ce qu'ils scoutent, regardez comment est-ce qu'ils draftent, regardez qui est-ce qu'ils échangent. Ça se retrouve. Et je pense que, enfin, c'est pas je pense, c'est une priorité dans leur système et dans leur écosystème tactique d'avoir des joueurs qui sont pas seulement des finisseurs, pas seulement des créateurs, mais aussi des mecs qui, en mouvement, sont de très bons joueurs. Des joueurs qui sont capables d'être dans ce qu'on appelle l'adaptabilité en mouvement. Et là-dessus aussi, je pense que Hartenstein se font parfaitement là-dedans. C'est pas que le fait de faire des dribble and off et des jeux de main à main dans le périmètre à la Sabonis, à la Bam Adebayo, etc. Il y a aussi le fait que c'est un excellent passeur de short roll. Donc, le short roll, qu'est-ce que c'est? C'est le roll du pick and roll. Hein. On ne roule pas jusqu'au panier. On fait un short roll, non pas au panier, mais qui s'arrête un peu à mi-distance. Et donc, comme ça,
et faire une action donc à partir de là. Et notamment, c'est vrai que c'est d'autant plus capital que on a aussi des stars porteurs de balles que sont HDA déjà actuellement, mais je pense également que Jalen Williams subira ça dans le futur. Quand tu as des porteurs de balles de haut niveau, il y a un moment où ils vont subir des prises à deux. C'est déjà un peu le cas. Et donc, quand il y a des prises à deux, ça veut dire deux sur le ballon. Il faut que le passeur, le porteur de balle, soit capable de libérer la passe. Ok. Mais ensuite, une fois que c'est fait, une fois que la balle est ressortie proprement, bon, bah, tu peux pas faire une ressortie vers le joueur ouvert ou voilà, tu peux pas faire très, très compliqué. Hein, juste, tu ressors la balle proprement. Et puis après, il faut être capable d'exploiter ça, de tirer profit de cette prise à deux en la punissant, en exploitant le 4 contre 3 derrière. Et donc, c'est ce que fait Chet Holmgren déjà très bien. C'est d'ailleurs ce que fait aussi pas mal Jalen Williams, pour le coup, qui est un très bon pivot passeur. Mais c'est également ce qu'est capable de faire un mec comme Isaiah Hartenstein. Déjà, ça en soi, c'est bien. Mais en plus, si Hartenstein est capable de faire ça, quel est l'autre avantage? Ça veut dire que tu peux tout de même avoir un bon spacing, même quasiment un spacing parfait, puisque imaginons un pick and roll avec HDA en porteur de balle, ok. Le poseur d'écran, comme il peut faire du short roll, du passing en short roll ou des actions en short roll en sortie de dribble après ce pick and roll, ça peut être Hartenstein. Et donc, qui est dans le corner? Eh ben, c'est Chet Holmgren. Dans le corner ou sur l'aile, je veux dire. Mais qui peut donc participer au spacing? Ça peut être Chet. Donc, tu peux remettre un peu Chet Holmgren dans ce rôle de spacer, en fait, de off-ball. Il n'est pas obligé d'être le poseur d'écran sur tous les pick and roll. Donc, ça permet aussi voilà, dans cette configuration, vous voyez bien qu'il y a un bon spacing. Donc, d'abord, la finition et le toucher de balle. Deuxièmement, le passing de manière plus générale et sous différents aspects. Troisièmement, et c'est peut-être un peu sous-estimé ça aussi, c'est à quel point c'est un bon poseur d'écran. Poseur d'écran sur des dribble and off, mais aussi poseur d'écran très simple. Même quand il n'a pas la balle, je veux dire. Juste poser l'écran sur pick and roll. Et pour le coup, c'est vrai que c'est assez sous-estimé comme qualité. Et c'est vrai que autant parfois, je trouve qu'on en fait un peu beaucoup ou un peu trop sur cet aspect avec certains joueurs qui ne posent pas bien l'écran, alors que parfois, parfois c'est juste, en fait, le but n'est pas de poser l'écran. Parfois, le but c'est de glisser l'écran, d'aller vite au panier. Donc, le fait qu'il n'y ait pas de contact, un peu avec nos standards d'avant, il y a 20 ans, il y a 30 ans, ah non, il faut poser un écran très dur. Non, dans la NBA actuelle, parfois, le fait de glisser l'écran, c'est voulu. Donc, je pense que parfois, il y a un peu d'exagération de ce point de vue-là, mais par contre, ce qui est vrai, c'est que avoir un top poseur d'écran, ça peut aider, paradoxalement ou pas, je sais pas, mais ça peut aussi participer au bon fonctionnement de l'attaque et du spacing. Finalement, avoir un très bon poseur d'écran, ça aide pas mal à créer le jeu. Parce que, en fait, il y a un peu des aspects dans la création de jeu, il y a ton schéma, à quel point ton schéma est créatif, ok, mais après, il y a un autre aspect qui est à quel point le schéma est bien exécuté. Et en fait, quand tu as un bon poseur d'écran, t'as pas forcément tout le temps besoin d'avoir 3000 coupes, 3000 mouvements, un système gadget pour libérer un espace. Non, si t'as un mec qui est capable de poser d'excellents écrans, le décalage, il est fait. Et tu peux avoir un système extrêmement simple pour créer le jeu. Juste pick and roll, mais si l'écran, il est dur, il est bien posé, et que le défenseur se prend dedans, le décalage est créé, et puis on y va, quoi. D'ailleurs, c'est un peu pour ça que c'était une des valeurs de Valanciunas côté New Orleans, je pense en partie, notamment sur les pick and roll entre gros, la capacité de Valanciunas à faire des très bons écrans sur des intérieurs qui défendaient Zion, ça a beaucoup aidé à libérer tout ce fameux jeu des pick and roll proches du panier de Zion. Si ça vous intéresse d'aller voir la chaîne YouTube, on avait fait un truc là-dessus. Ou alors, sinon, l'exemple à Memphis de Steven Adams. Et donc, je dis ça parce que, en un sens, c'est vrai que ce fameux jeu de dribble and off qu'on a déjà développé avec Hartenstein, c'est pas totalement ce que veut faire OKC en attaque. En tout cas, jusqu'ici, c'est pas totalement ça. OKC, c'est beaucoup de jeux de drive, justement, un écran par-ci, un écran par-là, faire arriver le joueur déjà un peu lancé, etc., etc. Et c'est vrai que pour l'instant, tout ce qui est un peu passing posto, le dribble and off, c'est pas totalement l'identité de OKC. Mais par contre, ce qui peut totalement rentrer dans cette identité et aider cette identité offensive, c'est la pose d'écran. Et même, j'ai envie de dire, de surcroît pour une équipe qui fait autant de drive, c'est vrai qu'avoir un mec qui peut faire des écrans, de très bons premiers écrans, voire même qui peut exceller dans ce qu'on appelle le Gortat screen, donc le rescreen, le deuxième écran, l'effet qui se coule, donc un premier écran par exemple pour le mec qui part à droite, et puis plus loin au panier, hop, un deuxième écran pour ensuite verrouiller le défenseur, le protecteur de panier, et libérer ensuite un deuxième espace pour un layup ouvert. Voilà, ça c'est vrai que c'est un truc que OKC n'avait pas tant que ça. Autant sous certains aspects, le jeu de dribble and off, ça colle pas totalement à ce qu'il y a déjà en place, autant ce jeu d'écran, oui.
Ça colle parfaitement. Et d'ailleurs, ce qui me permet d'enchaîner sur un autre point, qui est la diversité tactique que justement il va apporter. Je pense que l'identité principale restera ce jeu de drive, d'abord et avant tout, sur lequel OKC domine la NBA depuis même avant d'être bon, depuis 2020, 2021, depuis que Mark Daigneault est là. OKC, c'est l'équipe qui fait le plus de drive de NBA, SGA est le driver le plus prolifique de NBA en termes de volume, etc. Donc oui, ça restera l'identité principale offensive, mais ce que j'aime bien, c'est un peu la diversité que lui peut apporter. Et donc, concrètement, ce jeu de dribble and off, et donc de mecs qui vont pouvoir venir un peu tourner autour de lui, ou alors des coupes qui peuvent se faire autour de lui, qui est un poste haut, qui est à ligne à 3 points, et qui va faire des passes depuis cette position un peu loin du panier, ok. Et puis aussi, un aspect un peu simple, mais juste de l'attaque et de la création sur post-up. Ça aussi, c'est vrai que des vrais scoreurs de post-up, il n'y en avait pas trop côté OKC. Et bon, lui, c'est pas la folie non plus, mais contre un mauvais match-up ou contre un switch ou contre un mismatch, il peut le faire un peu parce qu'il a ce point grand, à ce point long, à ce point lourd. Donc voilà, c'est bon, le post-up limite, c'est un mini bonus, mais ce que je veux dire, c'est que, ok, ça colle pas totalement à l'identité, mais en même temps, ça peut faire du bien aussi selon les match-ups, selon la défense, selon aussi, si t'as pas, notamment, si t'as pas SGA sur un match ou pas Jalen Williams, t'as pas un des deux moteurs d'attaque de drive, donc tu peux aussi alterner un peu. Donc voilà, je pense que ça fait pas de mal, comme dit, parce que c'est un petit bonus, cet aspect de diversité tactique et de pouvoir attaquer un peu autrement, pour le coup, tout en sachant que c'est pas que ça. Comme on l'a dit, il y a aussi le côté poste d'écran, qui ça, pour le coup, est très bien et s'inscrit dans ce qu'on pourrait appeler la lignée principale, l'identité principale de l'équipe, le truc principal, quoi. Bref, je pense qu'on a déjà fait assez long, mais voilà aussi pourquoi est-ce que moi je suis très fan de ce joueur, c'est qu'il y a tellement de valeurs qu'on peut aller trouver un peu partout, quoi. Oui, le gros bémol, c'est le spacing, et c'est un peu dommage en un sens de sacrifier ça, mais finalement, en dehors de cette faiblesse que il va un peu gâcher, c'est peut-être un peu gros quand même, mais il va un peu altérer le fait qu'on pouvait avoir un spacing parfait. C'est vrai qu'en dehors de ça, on a un mec qui peut participer au jeu des possessions de manière brillante. On a un mec qui peut faire du rebond, des turnovers, qui peut aussi en attaque participer à ce jeu de drive de par ses écrans, qui peut apporter un peu autre chose de par ses dribble and off, et donc lui-même être un peu un créateur d'attaque et un point focal de l'attaque. C'est un mec qui peut aussi apporter tellement en défense, en dehors du jeu des possessions, mais sur le côté défense du post-up, sur le côté déverrouiller le potentiel de safety, de libéraux de Chet Holmgren, parce qu'il y a un autre gros à côté qui peut prendre le ballon, le côté drop défensif de haut niveau, le côté polyvalence aussi, le côté protecteur de panier d'élite. Enfin voilà, pour moi, c'est pas parfait, mais franchement, on n'est pas loin. Le parfait, c'est s'il avait un tir à 3 points en plus, ok, ça on est d'accord, mais honnêtement, dans ce côté identité tactique de l'équipe, je vois pas où est-ce que ça colle pas, donc on a dit hormis le shoot. Et vous allez me dire, mais oui, mais il n'y a que ça, mais ça peut être gros. Oui, ça peut être gros. À surveiller comment est-ce que, tactiquement, est-ce que Mark Daigneault peut arriver à, un peu avec sa créativité tactique, à compenser ça. Moi, je suis aussi optimiste de manière générale parce que je suis très haut sur Mark Daigneault aussi, et j'aime beaucoup ce qu'il fait tactiquement, vous le savez. Donc, j'ai pas de mal à le voir un peu sauver les meubles, même plus que ça, plus que sauver les meubles, mais arriver à tout bien combiner. Le fait que les deux ensemble peuvent bien jouer quand on arrive à bien les associer, le fait qu'en plus ils peuvent jouer chacun de leur côté et donc arriver à maintenir ce côté spacing maximum quand il y en a à chaque fois un sur le terrain. Bref, moi franchement, pour cette identité tactique à la fois offensive et défensive, pour moi c'est un ajout parfait. Et c'est pas pour rien qu'ils ont mis autant d'argent, je pense. Merci d'avoir écouté cet extrait. S'il vous a plu, l'émission complète est disponible en description et on se donne rendez-vous sur le feed principal du Basket Lab pour l'intégralité des podcasts. À bientôt.